Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une notion absolument centrale en philosophie et qui tombe très souvent au bac, le devoir. On a tous connu ça, ce sentiment d'être tiraillé entre ce qu'on doit faire et ce que notre conscience nous dit de faire. Parce que le devoir, ce n'est pas si simple. Ça nous met face à une question immense. À quel moment faut-il obéir et à quel moment, au contraire, faut-il résister? C'est ce conflit qu'on va explorer ensemble. Pour bien sentir ce conflit, plongeons-nous dans un monument de la littérature, Les Misérables. Vous connaissez sûrement l'inspecteur Javert, il est complètement déchiré. D'un côté, son devoir de policier, son devoir légal, lui ordonne d'arrêter Jean Valjean. Mais de l'autre, sa conscience, un devoir moral personnel, lui hurle que cet homme, qui vient de lui sauver la vie, ne mérite pas la prison. Hugo nous montre ici de façon magistrale le drame d'un homme face à deux devoirs qui s'opposent. Mais attention, le cas de Javert, ce n'est pas juste une histoire pour nous faire pleurer. Non, c'est l'illustration parfaite d'un problème philosophique fondamental. Comment on fait quand nos devoirs se contredisent? Ce n'est pas seulement le dilemme de Javert. C'est un dilemme qui traverse toute la philosophie, chaque fois que la loi, la morale et la conscience nous tirent dans des sens contraires. Alors, quelle boussole on suit dans ces cas-là? C'est la grande question. Et en philosophie, pour simplifier, on a deux grandes réponses qui s'affrontent. D'un côté, on a une morale des principes, une morale de la raison pure. Et de l'autre, une morale des résultats, du calcul des conséquences. Deux chemins radicalement différents. Explorons la première voie, celle de la raison. C'est l'approche qu'on appelle déontologique. Et son champion, son représentant le plus célèbre, c'est bien sûr Emmanuel Kant. Pour Kant, le devoir, ça ne se négocie pas. C'est un ordre absolu, ce qu'il appelle un impératif catégorique. L'idée centrale, c'est le test de l'universalisation. Pour savoir si ce que vous faites est moral, posez-vous cette question toute simple. Est-ce que je peux souhaiter que tout le monde, partout, tout le temps, agisse selon la même règle que moi? Votre règle personnelle, votre maxime, doit pouvoir devenir une loi universelle sans créer de contradiction. Et ce qui est vraiment crucial ici chez Kant, c'est que seule l'intention et la règle comptent, pas le résultat. Prenons un exemple classique, le mensonge. Même si c'est pour sauver la vie de quelqu'un, pour Kant, mentir, c'est mal. Un point, c'est tout. Pourquoi? Parce que si on autorise le mensonge, si on l'universalise, alors le concept même de vérité s'écroule. Plus personne ne peut croire personne. La confiance disparaît. Chez Kant, il n'y a pas d'exception. Le devoir est un roc. Bon, maintenant changeons complètement de logiciel. Passons à l'approche qui est à l'opposé, celle qui ne s'intéresse pas du tout à l'intention, mais uniquement au résultat. C'est la morale des conséquences, portée par un courant qu'on appelle l'utilitarisme. Le père de l'utilitarisme, c'est le philosophe Jérémie Bentham. Et lui, il a une vision très, très différente. Pour Bentham, la morale ne doit pas être un truc abstrait et déconnecté de notre vie, de notre recherche du bonheur. Le devoir doit servir à quelque chose de concret. Le principe est d'une simplicité redoutable. Une action est bonne si elle maximise le bonheur et minimise la souffrance, pour le plus grand nombre de personnes possible. Le devoir, ce n'est plus un ordre venu du ciel ou de la raison, c'est le résultat d'un calcul. On pèse les plaisirs et les peines, le pour et le contre, et on choisit l'option qui produit le plus de bien-être général. Ici, l'intention, on s'en fiche. Seul le résultat compte. Alors là, regardez bien ce tableau, c'est un point absolument essentiel à maîtriser, notamment pour le bac. On met face à face nos deux champions. D'abord, le fondement du devoir. Chez Kant, c'est la raison pure, a priori, avant toute expérience. Chez Bentham, c'est un calcul très concret de plaisir et de peine. Ensuite, le principe, l'impératif catégorique universel pour Kant, le plus grand bonheur du plus grand nombre pour Bentham. Du coup, la nature du devoir est absolue, inconditionnelle chez Kant, alors qu'elle est relative, elle dépend du contexte chez Bentham. Et enfin, le focus, l'intention de la personne qui agit chez Kant contre le résultat de l'action chez Bentham. C'est clair? Pour rendre ce duel encore plus concret, prenons une expérience de pensée célèbre, le dilemme du tramway. Pour un utilitariste comme Bentham, la réponse est vite trouvée. Il faut actionner le levier. Un mort vaut mieux que 5. C'est un calcul simple qui maximise le bien-être. Mais pour un kantien, c'est beaucoup plus compliqué. En actionnant le levier, on décide activement de tuer quelqu'un. On transforme la personne seule sur la voie en simple moyen pour sauver les autres. Et ça, pour Kant, c'est le mal absolu, car un être humain doit toujours être considéré comme une fin en soi. Vous voyez, les deux boussoles indiquent des directions totalement opposées. Bon, ces deux cadres nous aident à réfléchir. Mais ajoutons encore une difficulté. Qu'est-ce qui se passe quand notre devoir de citoyen, celui d'obéir à la loi de notre pays, entre en clash direct avec notre devoir moral? C'est la question que va poser Henri David Thoreau.
Aux États-Unis, face à des lois qui défendent l'esclavage, il va développer le concept de désobéissance civile. Son raisonnement est simple et puissant. Obéir à une loi qui organise l'esclavage, c'est se rendre complice d'une injustice monstrueuse. Dans ce cas, le devoir moral de ne pas faire de mal à un autre être humain l'emporte sur le devoir civique d'obéir à la loi. La position de Thoreau, elle pose une question vertigineuse. Si chacun commence à n'obéir qu'aux lois qui lui conviennent, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas la porte ouverte au chaos, à l'anarchie, à la fin de la société? Le devoir d'obéir à la loi, même quand on n'est pas d'accord, n'est-il pas la condition même de la vie en commun? Cette question nous mène à l'un des exemples les plus sombres et les plus importants du XXe siècle. Au procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem, la philosophe Hannah Arendt est observatrice, et elle est frappée. L'accusé n'a pas l'air d'un monstre sanguinaire. C'est un bureaucrate, un fonctionnaire gris et zélé. Et sa défense est simple, je n'ai fait qu'obéir aux ordres, j'ai fait mon devoir. Et c'est là que ça devient absolument terrifiant. Eichmann va jusqu'à prétendre qu'il a agi selon les principes de Kant. Arendt montre alors comment il a complètement perverti l'idée de devoir. Il a oublié, comme elle le dit, que la morale de Kant est basée sur la faculté de juger. C'est l'exact opposé de l'obéissance aveugle. Eichmann a gardé la forme de la loi universelle, mais il a vidé le devoir de toutes ses substances morales. Il a arrêté de penser. Cette leçon terrible nous amène au cœur de notre réflexion. Le véritable devoir, finalement, ne se trouve peut-être ni dans une règle absolue, ni dans un calcul, mais dans l'acte même de penser. Pour bien comprendre ce point, il faut maîtriser une distinction essentielle pour vos copies du bac. Le devoir n'est pas une contrainte. Une contrainte, c'est une force extérieure qui nous enlève le choix. La gravité, par exemple, est une contrainte. Le devoir, c'est une obligation. Une obligation s'adresse à notre liberté. On sent qu'on doit faire quelque chose, mais on pourrait ne pas le faire. C'est justement parce qu'on aurait pu désobéir qu'accomplir son devoir a une valeur morale. Le point crucial, le voici. Le véritable devoir, ce n'est pas l'obéissance passive à une règle, qu'elle vienne de Kant, de Bentham ou de la loi de l'État. Le véritable sens du devoir, il est ailleurs. Il réside dans notre capacité à juger par nous-mêmes, à évaluer chaque situation avec un esprit critique. C'est un exercice qui n'est jamais fini, qui est difficile et qui engage toute notre responsabilité d'être humain. On termine donc sur cette question qui résume tout notre parcours. Face à un ordre, face à une loi, face à une situation complexe, le véritable devoir n'est peut-être pas de choisir entre obéir et résister, mais de ne jamais renoncer à notre toute première obligation, celle de juger. Voilà pour cette exploration du devoir. Si cette réflexion vous a aidé à y voir un peu plus clair, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.